voilà. Et là, fumer. Tu sais que tu fumes. Yannick, tu fumes tellement t'es brillant. Vous savez ce qu'il fume là? Le cerveau de Yannick. Yannick, t'as trop fumé pendant cette conférence. Ah là 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 là. Je sais pas quoi dire. Bon, d'abord, je sais quoi dire. Une chose. Vous avez vraiment de la chance d'être accompagné et d'avoir eu ce contact avec Yannick. Pourquoi? Parce que c'est un gentil. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Un, pour faire chier, parce que c'est quand même obligatoire. Et deux, il y a quelque chose qui est interpellant, c'est qu'aujourd'hui, les standards de la société dans laquelle on est, eh ben, ils ont changé. On vit dans un monde du Canada Dry. On croit que c'est le même monde qu'hier, ça ressemble au même monde qu'hier, mais c'est plus le même monde qu'hier. On croit à des standards qui n'existent plus. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, comme certains d'entre vous me suivent, vous le savez peut-être que j'ai un frère jumeau. Ok? Alors, faux jumeau, mais jumeau quand même. D'accord? Alors, bien poussé aussi par des valeurs parentales. Hein. Il me disait, va faire ta place dans une entreprise. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui a été un break dans ma vie, c'est mon service militaire. De faire mon service militaire, ça a été un break. Avec mon environnement, avec mes connaissances, avec mes compétences. Bref, il y a toute une histoire qui a fait qu'à un moment donné, je fais des choix différents. Je fais des choix différents et en fait, on va prendre deux choix, on va faire deux choix. Il y en a un qui va faire le pari de l'indépendance et l'autre qui va faire le pari du salariat. Mon frère, dans son domaine, il est bon. Il est même très bon. Il a évolué, il a grandi, il a appris. Vous savez, en fait, je vais vous raconter une anecdote qui est assez rigolote. Un jour, je cherche du boulot pour pouvoir payer mes études et je vais aller dans une société qui travaille dans les télécoms. Et c'est ces sociétés qui travaillent dans les télécoms, ils vont me choisir. Sauf que moi, je ne vais pas y aller. J'ai une autre opportunité. Et ce jour-là, je vais dire, vous savez, en fait, si ma candidature vous a plu, j'ai un frère jumeau. À quelque chose près, c'est un truc qui me ressemble et qui a les mêmes aptitudes, les mêmes éducations. Il a, lui, pris une orientation école de commerce, donc rien à voir avec moi, mais franchement, c'est de la vente. Et donc, lui, il a pris cette boîte-là, qui a été rachetée ensuite par Bouygues Télécom. Ensuite, il a grandi chez Bouygues Télécom, il a fait 11 ans chez Bouygues Télécom. Et puis un jour, il a profité d'un moment comme ça, d'un mouvement social pour se dire, tiens, j'en ai assez. Il faut dire que tous les jours, il faisait à peu près 3 heures de route pour son travail. Ce que font encore beaucoup de salariés aujourd'hui. Tout autour de Paris, quand je vois tous ces Parisiens là qui s'agitent tous les matins, je me dis waouh, quel bonheur d'être moi. Et puis, il va se prendre comme ça un petit temps sabbatique de 2 ans, parce qu'en France, on peut ne pas travailler pendant 2 ans. Parce qu'on a un État qui subventionne nos endormissements. C'est génial. La première année, il bosse dans sa maison, la deuxième année, il se dit bon, il faut que je trouve du boulot. Et là, il va être confronté à un truc, c'est son CV, il n'est pas raccord par rapport au marché. Il me demande un jour, il me dit, tiens, regarde, qu'est-ce que tu penses de mon CV? Je dis, ton CV, il est top, mais il manque un truc dans ton CV. C'est que tu n'as fait que du management transversal, jamais en frontline. Si jamais on te propose un poste de manager, tu ne seras jamais parmi le top 10 des sélections à cause de ça. Qu'est-ce que je peux faire? Leur prouver que tu es un bon dans ce domaine en termes de management individualisé, en direct. Et pour ça, moi je connais un mec qui fait une formation de coaching qui est pas mal. Ce serait bien que tu viennes te former avec lui, quoi. Ça te coûterait pas cher en plus, vas-y. Donc il a fait la formation de coaching, et ensuite il a vendu cette formation de coaching, il est rentré au sein du groupe Nestlé chez Davigel. C'est une carrière de salarié. En fait, il faut que vous compreniez que moi, tout ce qu'il fait, même si je trouve ça super chouette, est une énorme source d'angoisse. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que j'ai toujours apprécié et aimé, c'est ma liberté.
Ma liberté d'organiser mon temps, ma liberté d'organiser ma vie en règle générale. Ma liberté de passer du temps avec ma fille si j'en ai envie. Ma liberté de partir en vacances quand j'en ai envie. Ma liberté de travailler à n'importe quelle heure. Pas simplement aux heures qu'on va m'imposer. Et vous savez, c'est rigolo parce que dernièrement, la société d'Avigel vient d'être rachetée par une société américaine qui lui dit, vous savez, nous, on va délocaliser une grande partie des activités. Éventuellement, si vous voulez travailler dans une autre région ou dans le sud de Paris, vous pouvez. Et là, il va être confronté à un truc, c'est qu'on va dire, même s'il n'a pas 50 ans, vous êtes un quinquas. Ça sonne comme une insulte. Tu as le sentiment que, en fait, t'es plus bon. On est en train de lui expliquer que le marché, le profil du marché, c'est plus le sien. Et là, en fait, il va commencer à rebours à se poser une autre question. C'est, tiens, et si je rentrais dans mon indépendance ? Mais vous savez qu'il y a un problème, c'est qu'il n'a pas encore le mindset. Parce que pour être un indépendant, il faut un mindset. Yannick, tu as fait une conférence qui est brillantissime. Parce qu'à chaque fois avec toi, c'est drôle et concret. Et quand c'est drôle et concret, c'est pédagogique. Quand c'est pédagogique, c'est instructif. Quand c'est instructif, on retient. Et quand on retient, on a des chances d'appliquer. Et en fait, ce que je voudrais ce soir, c'est enfoncer le clou de ce que tu as dit. Ce que je voudrais ce soir, c'est vous faire comprendre que la voie qu'on est en train de proposer à travers la Neuro Business School, c'est quoi ? C'est de devenir libre. Je me rappellerai toute ma vie, un jour, j'ai un directeur d'une filiale d'une grande banque du groupe CIC qui me dit « Monsieur Lefrançois... » Parlez comme ça, le mec. « Monsieur Lefrançois, naturellement... être un directeur de banque est quelque chose qui n'est pas une sinécure. » Déjà, je cherchais dans ma tête le mot sinécure. Et bon, par définition, je voudrais que vous passiez une journée avec moi pour observer ce qu'est un directeur de banque. Et là, je me dis, je ferai jamais ça. Je préfère mourir. Bon, monsieur François, c'est vraiment une demande forte que je vous fais, moi et mon groupe. Alors, j'ai dit, écoute-moi bien, toi. Je vais souffrir. Mais crois-moi que ta facture aussi, elle va souffrir. J'ai écouté, monsieur, dans ces cas-là, vous comprenez que ça fait 8 heures de coaching, ça fait tant. Aucun problème. Ah bah pour toi, aucun problème. Et là, écoutez-moi bien, tu sais ce que c'est qu'une torture ? Toute la journée, j'étais comme ça. Et puis dès qu'il y avait juste quelque chose qui était amusant, c'est quand quelqu'un rentrait dans son bureau. Pour la première fois, j'ai compris qu'Adolf Hitler n'était pas mort. Le mec, un tyran, quoi. À la fin de la journée, il me fait « Monsieur Lefrançois, venez ici. » Oui. Un réflexe comme ça, je me suis quand même parti, une insulte à toute ma génération. Et là, je me dis « Merde, je bosse pour Adolphe. » Puis d'un côté, je me dis « Bon, je facture quand même Adolphe. » Et il me dit « Alors, monsieur Lefrançois, ça fait quoi de passer une journée avec un directeur de banque ?» Mais comme ça, avec la petite veste comme ça. Comment je vous le dis Comment je peux vous dire sans vous vexer comme... Je peux me permettre de vous dire quelque chose de un petit peu désagréable quand même. Je suis prêt à la critique. Ok, comment vous dire ? Je vais vous lire directement, puis après je vais vous développer. Vous êtes un tyran. Voilà, vous êtes un tyran. Vous êtes misogyne. Vous n'avez aucune empathie. Vous n'écoutez personne. Vous êtes détestable. Vous êtes la raison profonde pour laquelle je ne travaillerai jamais pour quelqu'un. Et je suis super content d'être indépendant. Parce que, indépendamment du retour managérial que je vais vous faire, vous m'avez renforcé dans le fait que mon choix de vie est vraiment le meilleur. Et là, je me dis,
enchaîne vite, il va te reprendre ta facture. Maintenant, j'observe aussi que vous ne faites qu'une seule chose, c'est reproduire ce qu'on vous a appris. Un management de merde. Et il y a aussi un truc, je me pose une autre question. Vous m'avez dit, lors de nos entretiens précédents, que vous étiez engagé dans votre église, dans votre communauté, un vrai engagement spirituel. Vos valeurs spirituelles, vous avez les déposées où, en vrai? C'est bizarre parce que dès que vous rentrez dans la banque, vous vous dites, à partir de maintenant, je suis un requin blanc. Avant, je suis un agneau. Et maintenant, dès que je rentre vers un collaborateur, tiens, aujourd'hui, qui je vais pourrir? Et je lui dis, juste on peut regarder, c'est quoi votre turnover à 3 ans? Parce que je suis sûr qu'il est au-delà de 80%. 100%. Oui, mais vous devez intégrer, monsieur Lefrançois, que dans la vie d'une entreprise, il y a du mouvement. Dans une entreprise peut-être, mais dans une banque certainement pas. Non, et il faut vraiment que vous preniez conscience qu'il y a un truc là, c'est que vous faites du mal. Et j'ai compris à quel point cette dimension du salariat, parfois elle pouvait être pesante. Qui a déjà rencontré un manager dans sa vie qui lui a pourri la vie? Levez la main. Ok. Qui a déjà rencontré des collaborateurs qui vous ont savonné la planche? Levez la main. Ok. Qui travaille encore dans l'entreprise dans cette salle? Levez la main. Good. Beaucoup d'indépendants, c'est bien. C'est bien. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Le monde, il évolue. Et aujourd'hui, on est en train de dire que près de 50% des métiers qui sont existants, dans moins de 40 ans, seront développés en tant qu'indépendants. Je veux simplement que vous remarquiez une chose. Les grands groupes aujourd'hui ne recrutent que très peu. 92% de notre économie, elle repose sur les TPE-PME. 92%. Et pourtant, quelles sont les personnes sur lesquelles on frappe le plus? Les TPE-PME. Quels sont les dirigeants qu'on embête le plus? Les TPE-PME. Ma belle-mère est l'une des meilleures amies de Carla Bruni. C'est une femme vraiment chouette, cette Carla Bruni. Puis un jour, j'ai une conversation avec son époux. Et c'est une discussion comme ça, ouverte, dans un salon, chez ma belle-mère. Et il va me poser une question, il me dit, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait? Eh bien, ça va vous étonner, mais j'ai trouvé que ce qu'il avait fait, c'était très bien. Il y en a, je sais que, vous savez, il y a des espèces d'effets de mode dans lesquels tu dis, si tu dis que tu aimes Donald Trump, comment? Mais t'es pédophile! Non, non. Peut-être que dans certaines parties du monde, il fait du mal. Peut-être que dans d'autres, il fait beaucoup de bien. Peut-être. Je ne vous dirai pas que je n'aime pas Nicolas Sarkozy parce que je trouvais que c'était un gars qui au moins faisait des choses. Est-ce qu'il est parfait? La réponse est non. Notre problème, c'est peut-être d'exiger de nos élites qu'ils soient parfaits. Parce qu'à partir du moment où on est dans cette logique-là, parce qu'un manager comme ça en France, il est obligatoirement parfait. Tout le temps parfait. Et c'est pour ça qu'on lui en veut. Parce que dès qu'il fait quelque chose d'imparfait, quand même, t'es mon manager. Mais moi, je lui dis une chose, il y a une chose que j'ai détestée, profondément et violemment. C'est quand vous avez employé le terme de patron voyou. Ça, c'est pas tolérable. Parce que les patrons voyous, ce que vous appelez les patrons voyous, c'est ceux qui vont se mettre des golden parachutes à plusieurs centaines de millions d'euros. Ok, donc peut-être qu'il y a une raison. Hein. Peut-être qu'un Carlos Ghosn, quand il arrive chez Renault, ok, et ben le mec, il va révolutionner son industrie et que son intelligence, sa vision stratégique, va faire que ton groupe, il est encore debout des décennies après. Peu importe. Mais par contre, vous devez comprendre que la plupart des patrons aujourd'hui se lèvent de bonne heure très tôt le matin, terminent très tard le soir, prennent tous les risques parce que vous, en tant que salarié ou même en tant que fonctionnaire, si jamais la boîte elle tombe, vous avez de la sécurité. Le patron, il a les dettes. Et il a toute l'administration qui va le poursuivre. C'est pour ça que c'est pas normal. C'est-à-dire qu'une politique qui ne favorise pas l'entrepreneuriat est une politique qui va appauvrir littéralement sa société.
Donc vous devez respecter les patrons que nous sommes. Vous devriez même les soigner, les chouchouter. De ce constat va partir une deuxième idée. C'est que finalement, la plupart des métiers demain vont se faire en tant qu'indépendants. Avec des personnes qui, comme vous, n'êtes pas préparées. Comme mon frère. Ça fait des années qu'il est salarié, avec une vision de salarié, avec un mode de fonctionnement de salarié. Si demain tu le lances dans l'entrepreneuriat, sans lui l'avoir formé, sans l'avoir aidé à avoir ce mindset-là, le mec est mort. Ça veut dire que c'est comme tout, entreprendre, ça s'apprend. Entreprendre, c'est un métier. Mais c'est un métier qui repose sur des standards. Vous avez tous appris des choses intéressantes. Votre métier, des sports, des passions, peu importe. Et vous avez tous démarré de zéro. Ok ? C'est le moment où tu es devant une feuille blanche et que tu dois écrire ton poste. C'est le moment où on va te dire, tiens, Yannick, tu vas faire du porte-à-porte et puis tu vas demander à cette dame. Et là, tu vas être confronté avec la réalité. La réussite, mes chouchous, c'est toujours une question d'organisation, de structure et d'apprentissage. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça fait des années qu'on entend le terme de passion. Parfois, il y en a même qui disent « vous devez vivre de votre passion ». Et moi, je vous dis « ne vivez pas de votre passion ». Parce que ceux qui disent ça n'ont en fait aucune connaissance de ce qui vient se passer en termes de dernière découverte en neurosciences. Parce que les neurosciences te disent « attention, ta passion, c'est un rare espace de ressourcement dans lequel tu peux équilibrer les différentes zones de pression de ta vie. » Alors, je vais répéter. La passion, c'est l'une des rares zones de ressourcement dans laquelle tu peux équilibrer tes différentes tensions de vie. C'est-à-dire que, en fait, ce que nous disent les neurosciences, c'est que quand on vit dans un monde stressé, stressant, petit point de détail, dans le monde dans lequel on vit dans un monde stressé, stressant. Juste que vous sachiez une chose, c'est que le cerveau que nous avons n'est plus équipé à faire face à la charge d'informations que nous recevons. Je veux juste que vous compreniez qu'aujourd'hui, on vit avec des choses qui s'appellent des smartphones, et alors même que la copine de ma fille pourrait profiter ça veut dire qu'en fait, on va s'apercevoir qu'on est en train de créer toute une génération, la mienne comprise, de personnes qui sont plus présents, de personnes qui sont constamment préoccupées. Quelqu'un qui est préoccupé, c'est quelqu'un qui est présent, mais son esprit il est ailleurs, il est occupé ailleurs. Et du coup, tu sais quoi ? Tu ne fais jamais une chose à fond. Je veux juste que vous remarquiez une chose. Vous savez, dans l'univers, les femmes se sont attribuées un talent. Elles disent « nous, on est trop multitâches ». Tout ça pourquoi ? Parce que toi, ce que tu fais, c'est que quand tu es chez toi, tu as les escaliers, tu as la bannette à linge au milieu des escaliers. Ok ? Mais tu es un homme et tu dois chercher quelque chose à l'étage. Tu es super concentré sur ta mission. Tu montes à l'étage, tu enjambes le panier à linge, et après, quand tu descends, tu sais que l'énergie que tu as mis à enjamber le panier à linge, c'était le même que pour prendre le panier à linge et le monter, parce que si on l'a mis sur ta route, c'était que dans le concept, tu le montes en fait, dans le principe. Et là, tu vas dire un truc qui est vrai. Je ne l'ai pas vu. Et là, la femme, elle va te dire « Ouah, bah toi, t'es trop monotache. Parce que moi, je suis multitâche. Je peux monter, répondre à une copine, me faire les ongles en même temps et écouter le dernier Friends sur la télé. » Oui, la femme, quand elle est multitâche, elle est comme ça. Je suis désolé, elle frétille. La femme multitâche frétille, je suis désolé. Bon, heureusement, une fois encore, les neurosciences vont nous aider. Les neurosciences vous dire, ça n'existe pas le multitâche. On va en fait passer notre attention focale d'une tâche à une autre. Par exemple, je vais juste vous apprendre un truc. Quand vous regardez un film ou une série et que tu as ton téléphone portable, eh bien en fait, en moyenne,
tu vas décrocher du film 120 fois pendant 1 heure. Mais en fait, tu n'as pas fait 2 tâches. Tu es passé 120 fois d'une tâche à une autre. Et ça, pour le cerveau, c'est usant. Il va falloir qu'on réapprenne à être focus. Focus, ça veut dire quoi, focus? Ça veut dire développer notre capacité de concentration à faire les choses. Et on vit dans cette société-là. On vit dans cette société-là où le stress est permanent. Et dans ce stress-là, on va avoir besoin d'avoir des espaces de passion dans lesquels s'investir pour justement apprendre à se détacher du reste. Maintenant, ce que l'on sait également en psychologie positive, c'est que quand tu fais de ta passion quelque chose de lucratif, notamment ton activité principale, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas transférer ta zone de stress dans une zone de non-stress. Tu vas transférer ta zone de stress dans une zone de ressourcement. Donc après, tu vas te poser la question, c'est qu'est-ce qui te ressource vraiment? C'est la raison pour laquelle, si vous avez une vraie grosse passion dans la vie, eh bien en fait, en vrai, je vous déconseille d'en faire un business. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas construire votre vie sur du talent, sur des forces, sur des compétences. Mais faites attention à vos passions. L'avantage, c'est que l'être humain, il peut avoir plusieurs passions. Donc quoi qu'il arrive, si vous décidez de vivre de votre passion, assurez-vous d'en avoir une autre dans laquelle vous aurez un espace de ressourcement. Moi, j'ai un espace de ressourcement qui est très clair. Je frappe sur quelqu'un. 3 fois par semaine, 2 fois 2 heures en club et 1 fois 2 heures avec un prof, je me tape. Je pratique ça depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Pourquoi? Parce que moi, à 12 ans, si seulement, et heureusement que ce n'était pas encore arrivé, la nouvelle nomenclature internationale psychologique avait établi 20 ans plus tôt les TDAH, j'aurais été dedans. Moi, je bouge tellement, quand je suis assis, je bouge tellement ma jambe, que mon père refusait de s'asseoir à côté de moi sur un banc. Il me disait, t'as la danse de Saint-Guy. Quand je lui posais la question, c'est qui? Je sais pas. Mais t'as sa danse. J'avais du mal à structurer mon attention, j'avais du mal à faire ça. Okay, et pourtant, je me suis rendu compte qu'il y avait un espace dans lequel, quand je libérais mon stress, quand je travaillais avec attention, tout mon stress disparaissait. Et après, j'étais cool. Et ça, j'ai préservé ça en termes d'hygiène de vie. Et aujourd'hui, ça, c'est sur ma shopping list obligatoire. C'est-à-dire que la première chose que j'organise, je rentre demain à Tel Aviv, la première des choses que je vais faire demain soir, je vais aller m'entraîner. Quand je reste un long moment à Paris, la première des choses que je vais faire, je me trouve un club et je m'entraîne avec eux. C'est important. Donc, ayez toujours un espace de ressourcement, c'est très important. J'aurais très bien pu faire du business dans l'univers du karaté, en vrai. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu monter un club maintes et maintes fois. J'aurais pu vivre de ça. D'ailleurs, j'en ai vécu un petit moment, puisqu'à un moment donné, j'ai payé une partie de mes études grâce à ça. Mais ce n'est pas le débat. C'est qu'à un moment donné, ta passion, elle doit te ressourcer. Mais par contre, ça n'empêche pas que tu aies d'autres talents. Moi, j'ai toujours eu un talent, c'était celui de faire le pitre. C'est-à-dire que comme j'étais un timide, le pire, les timides extravertis, il n'y a rien de pire qu'un timide extraverti. Il n'a aucune limite. Surtout avant 13 ans. Parce qu'avant 13 ans, ton lobe préfrontal, il n'est pas construit. C'est-à-dire que tu n'as aucune capacité de raisonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les profs qui étaient sur ma route ont certainement augmenté les quotas de profs dépressifs. C'est certain. Okay, je leur mettais une vraie pression. Donc d'abord, juste mettez ça de côté. Je vous invite, quand vous voulez vous réaliser dans la vie, que ce soit dans l'univers du salariat, que ce soit dans l'univers de l'indépendance, ayez toujours un espace de ressourcement. Ayez toujours un espace dans lequel, quoi qu'il arrive, vous préservez une part d'essentiel. Je vais même vous inviter à faire quelque chose. Dans cet espace, ne le polluez pas. Ne le polluez pas. Il y a un truc qui est génial, c'est qu'on a interdit les téléphones portables dans les kimonos. C'est une bonne idée. Parce que tu es là, tu es en combat, tu vas te battre. Ouais.
Ouais, Yannick. Non, là, j'allais péter la gueule aux Chinois qui étaient devant moi, je pensais à toi. Ok. Ah, c'est super. 2 minutes. Je termine. Tu veux quoi? Me taper? Attends, 2 minutes. On aurait des problèmes. On aurait vraiment des problèmes. Il y a des espaces dans lesquels vous devez apprendre à vous dégager de la technologie. C'est vraiment d'abord le premier conseil que je vais vous donner. Pourquoi? Parce qu'on a aussi remarqué que le manque de créativité est de plus en plus présent avec le contact présent qu'on a avec les nouvelles technologies. Parce que figurez-vous que les nouvelles technologies, elles n'ont pas aidé à la créativité. Pas du tout. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. Donc, vos passions, préservez-les. D'accord? Mais il y a personnes qui vont dire « Ouais, mais moi, ma passion, c'est les autres. » Marie-toi. Marie-toi, tu vas bien faire, tu fais des enfants, c'est très bien. Ça sera ta passion si tu veux ça. Mais ça, tu préserves. Maintenant, trouve-toi un job. Ok? Et ton job, il doit reposer par contre sur un talent. Et un talent, ce n'est pas une compétence. Ok? Une compétence, c'est un savoir-faire que l'on va acquérir à travers des stratégies pédagogiques. Dans le talent, il y a une dynamique, une dimension qui est innée. Même si les neurosciences ont contrebalancé les choses, parce que pendant des années, on a parlé de l'inné et de l'acquis avec des présuppositions qui sont fausses aujourd'hui, on le sait. Par exemple, on nous dit que quelqu'un qui a un talent qui est inné, il sera toujours plus fort que quelqu'un qui va développer la compétence. Ce n'est pas vrai. C'est même plus faux que ça. Parce que le problème avec les prodiges, c'est que quand tu es vraiment très doué, très tôt dans un domaine, eh ben on s'est rendu compte que tu recevais tellement de marques d'attention positives dans ce domaine que tu ne prenais plus aucun risque pour préserver le regard et l'image que tu avais par rapport à ce domaine. Vous me suivez? Ça veut dire qu'en fait, on s'est rendu compte que le prodige, il ne prend pas de risque. Et il n'évolue pas. Et vaut mieux un pas talentueux bosseur qu'un talentueux glandeur. Parce qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, le couperet va tomber. Par exemple, moi, quand j'étais gamin, j'avais un héros pour moi. J'adorais ce mec. J'aimais sa personnalité, c'était Ayrton Senna. Tout le monde connaît Ayrton Senna dans cette salle? Tu connais Ayrton Senna, toi? Bon, moi, j'arrête ce métier. Ayrton Senna, c'était l'un des plus grands pilotes de tous les temps. On peut l'estimer comme ça. Il avait une particularité, Ayrton Senna, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il gagnait toutes les courses sous la pluie. Ayrton Senna, dès qu'il y avait une course sous la pluie, il a gagné. Alors vous savez, on a tous roulé à 120, 130 km/h sur une autoroute, avec une pluie battante, moyen quand même. Ok? Ayrton Senna, il roulait à 285, 300 km/h, sans essuie-glace, juste la pluie sur le casque, et lui, il se fiait autant à son visuel qu'au son de l'eau sur les rambardes. Et à chaque fois, il gagnait. Et d'ailleurs, à chaque fois, les journaux titraient « Ce mec est un extraterrestre ». Parce que, en fait, pour la plupart des gens, quand tu réussis quelque chose, tu es un extraterrestre, et les autres, ils ont eu un accident de poussette. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse à la vie d'Ayrton Senna. Ce qui est intéressant, c'est quand on va s'intéresser à sa toute première course, qu'il va faire sur du karting. Et figurez-vous qu'il va terminer dernier à 2 tours de l'avant-dernier. Donc autant vous dire que c'est une défaite catastrophique. Et là, son père, Milton da Silva, va rentrer plus tôt et ne va pas assister à la fin de la course. Quand son fils rentre, il va avoir le génie de lui dire « Mon fils, je t'en supplie, ne m'en veux pas, je n'ai pas vu la fin de ta course, je ne veux pas savoir le résultat. Ça ne m'intéresse pas, je suis sûr que tu as été brillant. » Juste pour que le fils n'ait pas à justifier d'une erreur. Le fils, c'est ça. Et puis après, le petit Ayrton Senna, il va demander à son père « Est-ce que tu pourrais arroser la piste de karting qu'on a dans le jardin ?» Au Brésil, il y a beaucoup de pistes de karting dans le jardin. Parce que je ne suis pas très bon sous la pluie, j'aimerais m'entraîner. Pas de problème. Et là, le gamin, il fonce. Première sortie de piste, le père, il va le voir, il fait « C'est bien, mon fils, t'as pas freiné. » Parce qu'effectivement, si tu veux rouler vite, il faut que tu freines le moins possible. Deuxième sortie de piste, c'est bien, tu vois, t'as freiné un peu, t'as dosé un petit peu. Et Ayrton Senna va dire « Je n'ai reçu de mon père que des marques d'attention positive. Mais par contre,
ce que j'ai reçu également de mon père, c'est une exigence permanente dans la capacité que j'ai d'élever mes standards, comme vous pouvez en parler Yannick tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a ok, et maintenant tu es là dans cette maîtrise, passe ici. Ce qui renvoie à une chose, c'est qu'on a tous un talent. Écoutez-moi bien, on a tous un ou plusieurs talents. Et votre talent, il va se révéler à travers 4 points clés. D'abord, il y a une dimension qui est une dimension du facile. C'est facile pour vous. Deuxième chose, il va y avoir de la créativité. C'est facile d'exprimer sa créativité. C'est facile de produire des résultats. C'est facile de recevoir une reconnaissance que vous êtes bon. Si vous avez ces différents critères-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a de grandes chances que vous ayez un talent. Il y a des personnes, par exemple, pour qui vendre, c'est facile. Ils vont trouver facilement les mots pour parler. Et puis très rapidement, compte tenu des résultats qu'ils vont avoir, on va leur dire « Hey, t'es un super vendeur, je vais te rémunérer pour ça. » Il y en a d'autres qui vont être super talentueux dans l'accueil, d'autres dans les chiffres, d'autres dans la capacité à faire du réseautage, d'autres à t'inspirer, d'autres à t'écouter, d'autres à créer, d'autres à t'habiller, d'autres à décorer. Peu importe, va chercher ton talent. Ça, c'est la première chose. Va chercher ton talent. Une fois que tu auras cherché ton talent, il va falloir que tu fasses une chose. Que tu te gaves d'informations autour. Alors, on vit dans une génération dans laquelle on nous a dit l'information, c'est le pouvoir. Ok ? Ce n'est pas vrai. L'information, c'est une information. Ta capacité à réfléchir cette information, à la travailler, à l'associer, à la développer, à l'enrichir, c'est ça qui va s'appeler le savoir. Et le savoir, vous savez quoi ? C'est monnayable. Le savoir, c'est monnayable. Par exemple, il y a des personnes qui vont suivre des formations de coach. Il y a des personnes qui vont écouter des grands conférenciers. Il y en a que de ça, là, ils vont faire quelque chose de puissant. Parce qu'ils vont travailler sur eux. Ils vont prendre chacune des techniques, ils vont dire, tiens, ça, lui, là, il m'a expliqué que c'était important pour travailler sur mes émotions. Tiens, regarde le truc du changement de croyance, je vais l'appliquer à moi-même, je vais voir ce que ça peut faire. Je vais travailler, je vais être un besogneux, je vais travailler. Et à un moment donné, c'est bizarre parce que dans une conversation, on va se rendre compte que tout ressort comme ça. C'est bizarre de voir que tu prends 2 personnes qui ont suivi exactement le même cours dans la vie. Il y en a un qui est capable de te le restituer, et quand il te restitue, tu fais « Waouh, c'est super intéressant ton truc. » J'aimerais vraiment, si tu pouvais, que tu m'accompagnes un peu, fasse un petit bout de chemin ensemble. Parce que justement, tu sais ce que tu as dit sur les objectifs et sur les croyances limitantes, ça me plaît vraiment, mais je n'avais jamais envisagé la chose de cet angle-là. Ton point de vue m'intéresse. Et puis tu as un autre qui aura suivi exactement la même formation, il va t'en parler. Ouais, c'est sympa. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez quoi, ce qu'il a fait ? Il a pris l'information et il a retransmis l'information. Mais ça, c'est pas sexy du tout, quoi. Ok ? Mais quand tu prends une information et que tu la travailles, tu la molestes, tu la goûtes, tu la testes, tu te confrontes à elle, tu te plantes, parce qu'il faut se planter, et bien là, quand tu arrives ici, là, c'est plus la même saveur. Parce que ce que tu vas dire, ça ne résonne pas la même chose. Parce que ce que tu es, c'est la matière. Toi, tu fais de la transmission d'informations. Tu es encore dans le savoir-faire. Et lui, là, il est dans le savoir-être. Il ne transmet plus la même chose. Et puis ce qui est intéressant, c'est que lui, il va commencer à devenir créatif. Parce qu'il a tellement intégré la matière, ça va lui rappeler des histoires, des trucs, puis là, il va me dire, tu sais quoi, en plus, je vais t'expliquer ça. Tiens, voilà ce que j'ai observé chez un de mes clients, je vais te le restituer. La créativité vient du savoir, pas de l'information. L'information n'a aucune valeur marchande. Ce n'est pas vrai. Le savoir est monnayable. Donc si demain vous voulez vous transformer en tant qu'indépendant, posez-vous la question, quels sont vos savoirs ?
qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que tu sais faire? Et ce que tu sais faire, est-ce que tu l'as travaillé? Quand Yannick il vous dit élevez vos standards, combien de fois, moi, j'ai des personnes qui me disaient oui, monsieur Lefrançois, vous comprenez, en tant que manager, j'ai à peu près 20 ans d'expérience managériale. Je dis, chouchou, je t'explique. C'est pas parce que ça fait 20 ans que tu es manager que tu as réfléchi sur cette expérience. Parce que les managers, ça fait 20 ans qu'ils pensent qu'ils ont une expérience managériale, mais ça fait 20 ans que c'est des connards. Ok? Mais lui, dans sa tête à lui, il pense que c'est un bon manager. Mais ça fait 20 ans que c'est un tyran, en fait. Parce qu'il ne s'est jamais posé la question du mal qu'il faisait. Il ne s'est jamais posé la question de l'impact qu'il avait quand il décidait. Moi, un jour, j'avais un client qui m'a dit, vous savez, moi, je suis quelqu'un d'affirmé. Quand j'ai quelque chose à dire, ce que j'ai sur le cœur, je le balance, puis après, ils font ce qu'ils ont à faire avec. Donc, ok, monsieur, quand vous avez une émotion, vous la vomissez. Mais vous êtes posé la question de la personne qui était en face, de quelle façon elle recevait ça? C'est sûr que toi, tu t'es libéré, hein, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, là, il est dans quel état, là, derrière? Surtout que dans ta façon de communiquer, tu es tellement autoritaire qu'on ne peut même pas remettre en question ton autorité. Donc en fait, tu n'es pas un manager, tu es un tyran. Ok? Donc ça, c'est une première chose que je voudrais vraiment que vous ayez en termes de mindset. C'est d'abord, gardez-vous un espace passion, un espace dans lequel vous ne ferez pas de business avec ça. Un espace dans lequel vous pouvez dire, quand je fais ça, je me ressource. Parce que par exemple, tu vois Alan, t'es professeur de kendo, je suis sûr que si demain tu devais monter une école de kendo et qu'à la fin du mois, tu as les charges, tu te bats pour avoir des nouveaux étudiants, qu'à chaque fois on te dit oh là là, il faut payer la salle, les lieux, les trucs, le kendo à un moment donné, tu vas en avoir marre. Alors que tant que ça reste dans un espace passion, tu vas t'enrichir, tu vas avoir envie d'apprendre, tu vas te développer, et cet espace-là, il va te permettre d'accepter tout le reste. Tout le monde me suit? D'accord? C'est la raison pour laquelle soyez très vigilants quand vous voulez vivre de votre passion. Mais par contre, vous avez le droit de vivre de votre talent. Mais un talent, mes chouchous, il faut faire plusieurs choses. D'abord, il faut l'identifier. Donc j'ai dit, il y a plusieurs standards. Hein. C'est facile, je suis créatif, j'ai des résultats, et puis je vais être rapidement reconnu. D'accord? Notez la notion de facilité. Mais ce n'est pas parce que tu as des talents qu'il faut t'endormir dessus. Un talent, ça doit être identifié, valorisé et excellentisé. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai identifié mon talent, si par exemple tu as un talent pour la prise de parole en public, et que de monter sur scène, ça ne te pose pas de problème, ce qui va être l'une des... Vous savez, on dit que la prise de parole en public, c'est la troisième plus grande peur dans le monde. La première peur, c'est la peur de mourir, la deuxième, c'est la peur de la maladie, et tous les tests montrent que la troisième peur, c'est de parler en public. Mais pourtant, il y a des personnes qui vont ici, c'est facile pour elles. Donc ça, c'est cool. Elles vont être là, parce que c'est facile, elles vont pouvoir commencer à être un peu plus créatives. Elles pourront avoir du résultat, et peut-être qu'on va leur reconnaître, tiens, finalement, quand il est sur scène, c'est sympa. Et puis ça peut s'arrêter là. Sauf que moi, je vous ai dit, ton talent, tu vas l'identifier, tu vas le valoriser, et tu vas l'excellentiser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas devoir travailler en permanence à améliorer ton métier. En permanence. Et tu vas devoir bousculer les standards. Parce qu'on vit dans une société dans laquelle aujourd'hui, on déteste l'uniformité, mais on accepte la conformité. Je répète, on déteste l'uniformité, mais on accepte la conformité. Mais pour gagner, il faut être différent. Vous savez, il y a quand même un mec qui a créé une grande entreprise et qui a créé son entreprise avec une idée. Think different. Venez, on pense le monde différemment. L'un des plus beaux slogans de la planète, hein, au passage. Vas-y les gars, il est en train de dire, vas-y, pense différemment. Tu veux faire du business, pense différemment. Tu veux t'inscrire sur un marché, pense différemment. Tu veux être quelqu'un de différent, pense différemment. Tu dois penser différemment. Après, il y en a d'autres qui vont dire, hey, finalement, il y a aussi un autre slogan qui est super important, c'est just do it. Hein. Non, parce que c'est bien de penser différemment, mais c'est important de faire les choses. Parce que tu peux penser différemment toute une vie dans ton canapé.
Et tu fais quoi? Je think different. Tu fais quoi? Je think different. Je suis en train de réfléchir au monde différent de demain, maintenant. C'est cool? Ça donne quoi? Je te le dirai demain. Parce que pour l'instant, il n'est pas encore different. Donc là, je me mets dans un truc dans lequel je think different pour que demain, ça soit différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne passes pas à l'action, il ne se passera jamais rien. Et puis, il va falloir être positif. Parce que Carrefour, je positive. C'est super important, je positive. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'à un moment donné, non seulement tu dois penser le monde différemment, non seulement tu dois poser des actions très concrètes, mais à un moment donné, être entrepreneur, développer son activité, c'est faire face à des obstacles. Et ces obstacles, ils vont te confronter à la réalité. Et cette confrontation à la réalité, là, il va falloir faire que tu t'adaptes. C'est comme ça. Mais en vrai, c'est très important que tu le fasses. Parce que quand tu vas faire quelque chose qui s'appelle la réalisation de soi. Et la réalisation de soi, elle va te rappeler un autre slogan. Parce que je le vaux bien. Parce que à ce moment-là, tu verras que tu seras attiré par les produits de chez L'Oréal. Les bombes en lac, là, tu sais, tu fais ça, puis ça te colle les cheveux comme ça pendant 10 ans. Il n'y a rien de plus fort que la réalisation de soi. Le fait de prendre un projet, de s'investir, d'identifier un talent, de le travailler, de le proposer, de pouvoir mettre en place un modèle économique autour, d'aider les personnes. Parce que c'est d'autant plus facile d'aider les gens puisque ton talent, tu le maîtrises. Vrai ou pas? Et puis tu le travailles. Tu le travailles tout le temps. Je passe 25% de mon temps en recherche. 2 raisons pour ça. C'est cool, même si c'est complexe, parce que vous savez, quand vous allez vous lire 80 pages de recherche en neurosciences, dans ces 80 pages, il y a à peu près 4 pages vraiment intéressantes et exploitables pour toi. Ok? Mais comme on n'a pas encore trouvé le système de recherche qui élimine tout le reste, je sais que 85% du temps que je vais passer sur ces 80 pages, c'est limite du temps perdu. Sauf que je me rends compte que quand je passe ces 80% ou 85% de temps sur ces pages-là, je nourris un mindset différent. Et je me rends compte que je lis de plus en plus rapidement et je vais rechercher l'information de plus en plus rapidement. Mais cette information-là, elle me permet dans mon job d'être meilleur. Je ne forme plus aujourd'hui comme je formais il y a 10 ans. Je ne formerai pas dans 10 ans comme je forme aujourd'hui. C'est comme ça. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, je peux vous garantir que dans 5 ans, quand je vois ce que les mecs sont en train de nous préparer à Tel Aviv, je peux vous garantir que le monde de l'accompagnement va changer. Et si vous pensez que la relation telle qu'elle existe là sera suffisante, ça sera plus suffisant. C'est-à-dire que quels que soient vos métiers de demain, ils vont tous exploser. Maintenant, la question, c'est pourquoi devenir indépendant? Il y a des grandes thèses qui ont été menées par l'Université de Boston sur la capacité qu'on a d'être heureux. Et en fait, ils ont remarqué que les personnes qui étaient indépendantes avaient une capacité, même si elles travaillaient plus que les autres, parce qu'un indépendant, en fait, son boulot, c'est tout le temps. Parce que tu penses tout le temps à ton travail, tu peux dire tout ce que tu veux. Donc les 35 heures, celui qui veut faire 35 heures, c'est 35 heures. Vous savez, j'ai une confrontation très 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 hard avec ma banquière. D'ailleurs, on a changé de banque depuis. Parce qu'un jour, elle a fait une réflexion à mon assistante, ok, Katia, pour lui dire, dis donc, votre patron, il prend des sacrés salaires. Hein. Après, c'était la période de Noël. C'est-à-dire que moi, par exemple, Noël, tout ce qui va être les anniversaires de mes collaborateurs, je les gâte parce que je les aime. Ah ben il est vraiment généreux votre patron. Et un jour je l'ai appelé, j'ai dit moi, voilà je t'explique, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une rôle du banquier. Vous êtes là pour gérer mon argent, pas pour faire de l'ingérence dans ma façon de manager ni de gérer mes affaires. Parce que regardez les comptes, regardez bien les comptes,
Pas une seule fois vous avez eu un compte à découvert. Donc en vrai, écoutez-moi bien, je vous dois rien. Donc je vais vous demander de faire quelque chose qui sera utile pour la planète entière. Fermez-la. Non mais vraiment. D'abord, qui vous a autorisé? Est-ce que vous vous rendez compte qu'une simple phrase comme celle-ci, ça pourrait être la base d'un conflit dans une entreprise? Donc déjà, ça c'est mal. Maintenant, voilà, je vous explique. Quand vous faites votre petite 35 heures, vous faites quoi? Ok, alors tu fais peut-être la gueule parce que tu as un salaire qui va avec, mais tu fais 35 heures, chouchou. Moi, les 35 heures, je les ai terminées à peu près le mardi soir. Parce qu'en plus, je vis dans un pays dans lequel il n'y a pas de dimanche. Donc, tu vois, le dimanche est un travail comme une journée de travail comme les autres. Et je me suis adapté à ce rythme-là. Donc, ça veut dire que, voilà, je t'explique. Toi, demain, si ta boîte, elle tombe, tu vas avoir du chômage, tu vas avoir une protection sociale. Moi, si demain tout tombe, j'ai tout sur les épaules. Celui qui prend les risques, c'est ça. Excuse-moi d'avoir fait mes études. Vraiment, je te demande pardon. C'est vrai qu'à un moment donné, j'aurais dû me dire, David, t'abuses, tu vas faire des études supérieures, tu vas être payé plus que les autres parce que tu vas réussir à entreprendre. Et juste un truc, mon chouchou, il y a de ça quelques temps, quelques petites années, il y a une personne de mon entreprise qui a détourné 350 000 euros. Il a mis ma société par terre, plus une autre société que j'avais construite parce que les deux étaient associés. Léger détail, cette personne, c'était mon grand frère. Et à ce moment-là, les banquiers, vous étiez où? Non, juste un truc. Quand j'étais dans la merde, que j'avais plus rien, t'étais où toi? Est-ce que je t'ai demandé un truc? Est-ce que je t'ai demandé de l'argent? No way. Donc comme je vous dois rien, restez à votre place. Maintenant, vous allez comprendre qu'on doit faire des choix de vie. Moi, ce que je pense aussi qui est important, c'est que cette vie-là, elle est faite pour qu'on s'épanouisse et qu'on réussisse. Je crois que nous sommes nés pour réussir. C'est un besoin, c'est un devoir. Vous devez tout faire dans votre vie pour réussir. Pas simplement au niveau financier, mais dans tous vos domaines de vie. Est-ce que c'est simple? La réponse est non. Est-ce qu'il va y avoir des obstacles? La réponse est oui. Est-ce que parfois vous allez vraiment en chier? Sûrement que oui. Mais ça vaut le coup. Et moi, ce que je veux, c'est être libre. C'est pour ça que tous les jours, j'encourage et je forme, avec Yannick, des centaines de personnes à devenir indépendants, à vivre. C'est pour ça que je ferai absolument tout pour que mes coachs qui soient formés puissent aussi avoir des espaces comme celui-ci pour se faire connaître, se faire reconnaître, pour les aider à développer des ateliers dans les régions, pour qu'ils soient en contact avec leur marché. Ce que je veux, c'est que chacune des personnes qui soient dans cette salle ou ailleurs puisse se dire « Hey, et si moi je le faisais aussi ?» Mais vous savez que vous avez tous une histoire à raconter. Parce qu'un business, ça repose toujours sur une histoire. Est-ce que le nom de Blake Mycoskie, ça vous dit quelque chose? Blake Mycoskie? Blake Mycoskie, il est américain et puis il part vivre en Argentine. Et puis c'est quelqu'un qui a déjà créé plusieurs petits business comme ça. C'est un entrepreneur dans l'âme. Et puis, il arrive en Argentine et le mec, il va vraiment se mettre dans le ton du pays. Il s'habille avec les chemises argentines, les pantalons légers. Et puis, il y a des chaussures qu'on appelle des arpagas, qui sont les chaussures locales en Argentine. Il va dire, c'est vachement bien ça, hein, mais il remarque qu'il y a très peu de personnes qui achètent des chaussures et qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'en ont pas. Et là, le mec, il va rentrer dans un projet complètement dingue. Il va prendre ses chaussures, il va les customiser, il va faire fabriquer avec un stagiaire dans son appartement 250 paires de chaussures et il va aller présenter ses projets à tous les vendeurs de chaussures de Los Angeles. Les mecs, ils sont fans de ces chaussures. Il leur dit, attendez, par contre, il y a un truc, elles sont relativement chères. Pourquoi? Elles vont être fabriquées en Argentine, c'est pas très... Non. Parce que vous devez savoir que pour une chaussure achetée, une paire de chaussures achetées, il y aura une paire de chaussures offertes à des enfants. Et là, nous, on pense, mais non, mais tout le monde dirait, mais son business model, il est nul, une paire de chaussures achetées, une paire de chaussures. En 3 jours, il en avait vendu 1000.
Et ce qu'il a fait, dès qu'il en a vendu 1000, il est reparti aux États-Unis avec le budget, il a fait fabriquer 1000 paires de chaussures. Les premières 1000 paires de chaussures, c'était pour les gosses. C'est-à-dire que ce mec-là, il a créé un truc, pourquoi? Parce qu'il a une histoire à raconter. La question, c'est quoi votre histoire? Vous avez tous une histoire. Vous avez tous eu des frustrations dans la vie, non? On a tous des frustrations. On vit tous des frustrations. Et au passage, on a tous accès à l'information. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a de ça 1 an et demi, je discute avec mon beau-frère qui vit à Los Angeles. On discute ensemble et je lui dis « Hey, alors mon beau-frère, il est producteur de musique, il a produit des musiques pour Guetta, pour Red One, pour Jennifer Lopez. C'est un bon le mec. Mais la musique, ça fait ça. Ok? Un coup, tu cherches quoi, tu vois. Et un jour, il me dit qu'est-ce que je pourrais faire et tout. J'écoute déjà, tu sais quoi? D'après toi, t'as créé combien de musique? Depuis que tu me connais, ça fait 10 ans. D'après toi, combien de musique, type de musique t'as créé? Je sais pas, 600. Ok. Sur les 600, t'en as vendu combien? Une vingtaine. Qui ont vraiment cartonné, une vingtaine. Et les autres, placard. Pourquoi tu ne vas pas sur un site que moi j'utilise qui s'appelle Audio Jungle pour mettre de la musique sur mes capsules YouTube? Ça coûte cher, mais ils achètent les musiques comme ça, des mecs comme toi. Ok? Lui, il a l'information. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Audio Jungle et le mec il fait bon non, c'est pas si intéressant que ça. Il y a un truc qu'il n'a pas, Jean-Claude, c'est l'esprit d'un entrepreneur. Donc comme il n'a pas le mindset, il ne voit pas la pépite qui est cachée derrière tout ça. Il y a un même garçon qui a 28 ans, à Los Angeles également, qui lui un jour va sur Audio Jungle et il regarde et il dit merde, c'est vachement cher. Si tu veux acheter une musique pour ta chaîne YouTube, c'est quand même vachement cher compte tenu des droits, de la licence, de la limitation. Ce même soir-là, il va regarder une nouvelle série sur Netflix. Et lui, ce gamin-là, il n'a qu'un seul truc à l'esprit, c'est « je veux créer une entreprise qui cartonne ». Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la musique. Il fabrique de la musique. Il est comme Jean-Claude, c'est un fabricant de musique. Mais il voit une information, c'est cher. Le soir, il est sur Netflix. Et puis Netflix, quand même, c'est intéressant parce que pour moins de 20 $ par mois, j'ai accès à toutes les séries, les trucs, et surtout que Netflix aux États-Unis, c'est pas Netflix en France. C'est chargé, hein. Vous avez tout. Ok? Et là, le mec, il dit, tiens, et si je créais le Netflix de la musique pour les youtubeurs? C'est-à-dire que je vais faire payer à tous les youtubeurs un abonnement de 20 € par mois, et ils auront accès à des dizaines, des centaines de milliers de musiques libres de droit. Et je vais profiter de cette plateforme pour faire connaître des jeunes artistes, pour que sur cette plateforme, ils puissent se faire identifier. Parce qu'une bonne musique qui donnera quelque chose de peps et de puissant sur la vidéo d'un youtubeur, ça va donner de l'émotion. Cette émotion, elle va peut-être intéresser un mec qui va regarder la vidéo, machin truc. Le mec, il est dans ce trip de se faire repérer, de faire repérer, machin. Donc il va envoyer un email à tous ses potes. Les mecs, est-ce que vous avez des musiques que vous avez créées? Voilà, je vous donne 17 thèmes. Dans ces 17 thèmes, si tu as des musiques que tu as créées qui peuvent rentrer dedans, je les prends. Et si vous voulez, je vous les achète. Je suis prêt à vous acheter 50 $ la musique. Mais donnez-moi ce que vous n'utilisez pas. Il va collecter pendant 6 mois des milliers de musiques. Sauf qu'il n'a pas le budget pour ça. Donc il va aller voir sa banque, il va faire un prêt à sa banque, parce qu'il a un bon business plan. Un des membres de sa famille va lui prêter 50 000 $, il va collecter 150 000 $ de prêts entre sa banque, ses amis, ses potes, pour pouvoir acheter toutes les musiques, remplir tous les genres. Sauf qu'à un moment donné, il fait « Ok, j'ai un site internet, j'ai de la musique dessus, comment je fais ?» Connais quelqu'un qui connaît l'un des plus grands formateurs
youtubeur des États-Unis. Il va appeler cette personne, que je t'en supplie, est-ce que tu peux me donner le contact de cette personne? Nanana. Il va rappeler l'autre personne, est-ce que tu peux me donner le contact? Vous savez qu'on est à moins de 5 personnes, okay, ce qu'on appelle les 5 degrés de séparation, on est à moins de 5 personnes de la personne qu'on veut rencontrer dans notre vie. Et je peux vous dire que je l'ai vécu et que c'est vrai, parce que le jour où j'ai lu un article qui parlait de ça, à l'époque, je donnais une formation à Nantes, okay, j'avais 20 personnes dans la formation, 20. Et je me dis, tiens, je vais tester le principe. Je vais jouer le jeu. À ces 20 personnes, je leur ai dit, hey, j'aimerais rencontrer Paul McCartney. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? 9 mois plus tard, je prenais un verre avec Paul McCartney à Genève. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 5 minutes. Mais Paul McCartney quand même. Ok? Donc, lui là, il côtoie, puis au final, il arrive à choper un espace de 10 minutes. Le mec, il vit à Los Angeles. L'autre, il va donner à Las Vegas sa convention avec 5000 personnes. Il va lui dire, monsieur, voilà, je voudrais vous rencontrer, mais je voudrais vous présenter le truc, je viens de la part d'un tel, est-ce que vous m'accorderiez 10 minutes pour que je vous présente mon projet? Bon, écoute, si tu viens à Las Vegas, je n'aurai pas le temps. Donc, ce que je te propose, tu prends ton avion, tu viens me rencontrer à Philadelphie, je donne une autre convention 2 semaines avant, viens voir, c'est un peu plus petit, j'aurai moins de monde, viens voir. Par contre, je te préviens, 10 minutes. Le mec, il prépare son truc, il a 10 minutes. Ces 10 minutes, il va les utiliser comme un horloger suisse. Le type va dire, c'est vachement bon ton truc. Écoute, si tu veux vraiment prendre la mesure de ce que ça peut donner aux youtubeurs, la convention que je donne dans 2 semaines, là, avec les 5000 personnes, c'est pour YouTube. C'est sur YouTube. Viens là-bas et je t'invite à la convention. Pour participer à la convention, écoutez-moi bien, 7000 $. Il y a 5000 personnes en salle. Ok? Tous les plus gros youtubeurs du monde entier, ils sont là. Ok? Notamment ceux qu'on pourrait avoir en France qui produisent les Norman et compagnie. Et le mec, il est en salle, il arrive, et ce grand-là va dire, je vais lui expliquer ce que c'est qu'un esprit entrepreneurial. L'esprit d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait voir le besoin et la frustration et en créer le marché. Ce type-là, pendant sa conférence, il a projeté le site internet de ce jeune garçon qui s'appelle Artlist. Ok? Artlist.io. Allez voir ce truc, artlist.io. Très intéressant. Et pendant 1 heure, il a expliqué ce que c'était que la force entrepreneuriale, de voir dans la frustration une idée, de voir dans la création la capacité de prendre des concepts et de les réunir ensemble. Ça a créé Artlist. Artlist, en 6 mois, a fait 172 millions $. Et vous savez quoi? Pendant la convention, à la fin de l'interlocution de ce grand youtubeur qui forme des youtubeurs, dans une salle de 5000 personnes, il y avait déjà 3000 abonnés. Sauf que comme il a abonné les plus gros youtubeurs qui ont parlé de son truc, ça a fait boule de neige. Donc vous comprenez une chose, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'ambition. Et la première des choses, c'est observer autour de vous les frustrations. Quelles sont les plus grandes frustrations qui existent? Aujourd'hui, il y a des hôtels qui vous proposent de dire « Hey, je te promets que si tu viens passer un week-end, tu n'auras aucun contact avec la technologie. Je vais te proposer un ressourcement dans lequel il n'y aura aucune onde Wi-Fi, aucun Bluetooth, aucun appareil téléphonique qui fonctionne. Et d'ailleurs, quand tu vas arriver, tu vas me déposer ton téléphone. Et je te propose des activités en contact, en lien avec la nature, qui vont tellement ressourçants qu'en 2 jours, tu vas profiter des bienfaits que te donnerait 1 semaine ou 2 semaines de vacances traditionnelles. Et vous savez quoi? Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, à la fin du séjour, on vous rembourse. Maintenant, on vous prévient, les 3 premières heures, grosse frustration. Mais pour anticiper la frustration, on va aller faire du canoë-kayak, comme ça on est sûr que vous ne pourrez pas sauter de l'eau pour aller chercher votre portable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui ont observé quand même que dans l'univers, il y en a qui avaient une charge mentale tellement forte qu'il fallait se dégager de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un besoin
il y a une frustration, il y a un business, il y a un marché. Maintenant, combien de personnes ont vu ça? Combien de personnes ont eu accès à cette information? Mais il y en a un qui a dit « Hey, c'est vachement intéressant. Et si justement, je m'intéressais à cette information et j'en faisais quelque chose? Et si de cette information, je créais un produit qui réponde à un besoin nouveau qui va être d'apprendre à se ressourcer dans un univers technologique. » Donc ce que je suis en train de vous dire, mes chouchous, c'est que du talent, il y en a partout, vous en avez. De la frustration et des besoins, il y en a absolument partout. Après, ce qu'il faut faire, c'est s'autoriser à être. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Une fois que vous allez vous autoriser à être et à faire les choses, vous devez rentrer dans votre ambition. Alors je sais que quand je dis ça, le mot ambition, c'est un mot sur lequel il a été calqué tellement de choses négatives que quand tu dis quelqu'un, bah lui il est ambitieux. C'est hyper péjoratif. Alors que l'ambition, c'est ce qui fait la différence entre une personne déterminée et une personne qui abandonnera. L'ambition, c'est la capacité que tu as de projeter ce que tu es dans un mois futur, idéalisé, avec des compétences, avec une réussite, avec un mode de fonctionnement que tu vas retrouver parce que tu t'y es engagé. L'ambition, ce n'est pas négatif, mes chouchous. L'ambition, c'est ce que vous devez cultiver. Maintenant, rappelez-vous aussi une chose, c'est que nos métiers ne reposent que sur une identité et une valeur forte. Servir. Dans le monde dans lequel on vit, une fois encore, les personnes ont confondu servir et se servir. Servir et se servir. Mais vous savez qui en a fait les prêts? IBM. Si on remonte à peu près 18 ans en arrière, c'est l'âge de ma fille qui est ici, IBM a commencé à abuser. C'est-à-dire que les produits, à un moment donné, n'ont pas été d'une super bonne qualité, mais les mecs, ils envoyaient la cam. Et puis, il y a un type qui s'appelle Dell, qui un jour a dit « Oh, les gars, il y en a marre de la suprématie d'IBM. Moi, je ne suis pas un professionnel, mais je sais qu'il y a un vrai besoin. Il y a un besoin d'ordinateurs qui soient un peu moins chers. Il y a un besoin d'ordinateurs qui soient d'aussi bonne qualité, mais surtout avec un service exemplaire. Et tout ça à distance. Et le mec, il a assemblé des ordinateurs alors que ce n'était pas son métier. Mais vous savez quoi? Très vite, c'est devenu son métier. Une fois encore, il a vu le marché de la frustration. Et IBM a failli tout perdre. Parce qu'IBM, en termes de service, à cette époque-là, c'est nul. Pourquoi? Parce qu'il y a quasiment le monopole des grosses entreprises. Il n'y a personne qui le concurrence. Mais ces grosses entreprises, elles ont les boules. Et elles disent, « Hey, profitez-en bien, parce que le jour où il va y avoir un nouvel acteur sur le marché qui fait des machines aussi bonnes que les vôtres, même si c'est limite un peu moins bien, on passera chez lui. Parce que vous foutez vraiment de la gueule du monde. » Ils ont failli tout perdre. Ils ont tellement compris leur erreur qu'ils ont développé un département service qui s'est d'abord attardé à créer du service et à vendre le service en interne. Donc comprenez les mecs, ils ont créé une société de service qui travaille pour leur société, pour que la qualité soit au rendez-vous. Un truc de fou. Et ils ont dit, tu sais quoi? On va développer cette expertise. Et une fois que cette expertise, on aura réussi à la faire chez nous, on va la proposer ailleurs. Ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, IBM dans le monde, 80% de ses revenus, c'est du service, mes chéris. Ils sont passés à côté du gouffre. Mais ils ont eu l'intelligence de s'observer, de s'améliorer, de comprendre de leurs erreurs. C'est clair pour vous? Donc, il y a une chose que je vais vous demander de faire, c'est de comprendre que vous devez servir. Votre job, c'est servir. Tu veux réussir en tant qu'entrepreneur? Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour servir au mieux mon client? Et autorise-toi à faire ce que les autres ne font pas. Vous savez, par exemple, ce que j'aime chez Yannick, c'est quelqu'un qui n'est pas borné. Moi, cette année, quand on a commencé à aborder la NBS, je lui ai dit, c'est Yannick, j'en ai marre des lancements orchestrés. Parce que j'en ai marre de voir toujours les mêmes lancements orchestrés. Des personnes qui font « Hey, j'ai un super produit !» Et puis quelqu'un qui fait « Oh, j'ai le même !» Mais c'est Black Friday. Donc c'est le Black Friday, là, ce que tu vas payer très cher, tu ne vas pas le payer cher du tout chez moi. Tu n'auras pas de service. Mais tu peux le prendre chez moi quand même.
Et ça, ça m'excite plus. Et moi, j'ai commencé à dire, tu sais, ce serait bien aussi qu'on soit porteur d'innovation dans notre marché. Alors, je dis, c'est quoi? Viens, on va surprendre tout le monde. On va faire quelque chose que personne n'a fait. Et j'ai une idée derrière la tête. Yannick, on va créer une émission de télé. Non. On va créer 3 émissions de télé. Mais tu sais quoi? Je veux que ça soit monté, réalisé comme une putain d'émission professionnelle. Je veux que les personnes qui regardent ça, non seulement ça soit artistiquement beau. Moi, il y a une émission que j'ai adorée, ok, c'était Une parenthèse inattendue. Et je me suis dit, tiens, je veux le même graphisme. Donc je suis allé chercher une maison. Je dis, Annick, on va louer ce petit château-là, là. C'est pour nous avec le parc et tout. Et on est allé. On a loué. On a mis 7 caméras, une grosse équipe de vidéo, un ingénieur son. Pour la première fois sur un lancement, on a exactement le même investissement qu'une pour une émission de télé. Et puis on y va, puis on commence à dire, tu sais, une émission, ça fait 52 minutes. Ouais, mais nous, ce qu'on veut faire, ça va être plus long. Alors on a laissé des émissions de 2 heures. On savait, quand on a fait ça, tous les marketeurs, vous savez, les pros du marketing nous ont dit, eh les gars, c'est des standards, faut pas faire ça. Vous êtes cons, faut pas faire ça. Ouais, mais t'as pas compris. Quand on fait ça, en vrai, c'est nous. Parce que nous, quand on fait quelque chose, on veut faire de la qualité. Et cette année, j'ai dit, tu sais quoi? Plutôt qu'on fasse la promotion, de dire, ouais, regardez nos réussites, c'est génial, ils sont beaux, ils sont riches, ils sont puissants, génial, wouh! Venez, on va répondre à des questions que les personnes se posent, mais dans le réel. Donc on a envoyé sur Facebook une candidature, on a eu 80, alors beaucoup de candidatures, et on avait potentiellement 80 personnes qui pouvaient répondre au profil. On leur a dit, voilà, si tu es en transition professionnelle, si tu es coach, formateur, tu n'es pas encore lancé mais tu vas te lancer, ou tu t'es lancé et ça ne marche pas très bien. On a donné plusieurs cas de figure. Si tu es dans ce cas-là, viens nous voir et on va répondre à chacune de tes questions. Et quand on va répondre à chacune de tes questions, on va s'assurer que le téléspectateur, il apprenne énormément. Et je peux vous garantir qu'on a mouillé notre chemise. Hein. C'est un très gros investissement. Le résultat, on va le savoir dans quelques jours. Mais d'ores et déjà, le résultat, il est gagnant pour nous. Parce que tous les retours ont été, c'était très très bon. C'était un très bon retour, l'émission elle est sympa. C'est vrai, c'est long. Mais nous, la seule chose qu'on va vous dire, c'est que bientôt, ça sera sur YouTube. Vous pourrez retourner la voir comme vous voulez. Et toutes ces pépites qu'on a livrées dans chacune des interventions, vous pourrez la réécouter. Parce qu'avec Yannick, on a des valeurs. Et la première valeur qu'on a en commun, et c'est pour ça que j'ai bossé avec ce mec, c'est la générosité. On part du principe que si tu donnes à fond, ça te reviendra toujours. Mais si une personne va regarder ça et va se dire « Hey, quand quelqu'un a ce genre de problème, ils ont l'air de savoir de quoi il parle. » Bien sûr qu'on sait de quoi on parle. D'abord parce qu'on a les compétences et qu'ensuite, on a planté des affaires pour vous. J'ai monté 7 entreprises, j'en ai vautré 4. 4, alors, allez, 3,5. Mais par contre, les 3,5, hein, un massacre. Massacre à la tronçonneuse. Je me suis fait déchirer. Mais ça ne m'a jamais enlevé mon esprit d'entrepreneur. J'ai toujours gardé cette pépite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je disais à Yannick, c'est important qu'on ne fasse pas comme les autres. Parce que nous aussi, on doit think different. Tout simplement. Et tu sais quoi? On va le faire, c'est tout. Peu importe les résultats. Si on se plante, ça sera notre responsabilité. Parce que peut-être que finalement, le marché veut que des marketeurs qui les martèlent de super promesses. Mais par contre, tu sais quoi? On va leur donner quelque chose comme jamais. Et après, ce think different, on l'a dit, tiens, on va poser la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire réussir complètement nos ninjas de la NBS? Ninja, personne qui participe à la NBS. Non, parce que les ninjas au Japon, il n'y en a plus. Mais par contre, en France, il y a une nouvelle race de ninjas. Les ninjas NBS. OK? Et moi, je me suis dit, Yannick, je pense qu'on est con en fait. J'ai formé plus de 1600 personnes dans le métier du coaching. Je pense profondément que ces personnes m'aiment. En tout cas, à chaque fois que je croise un coach que j'ai formé, j'ai toujours eu un retour sympathique.
Il n'y en a pas un qui m'a évité sur un trottoir. Pas un seul. Donc c'est plutôt bon signe. Et si on proposait à chaque ninja de la NBS d'être coaché? Si on proposait à chaque personne qui va se mettre dans l'aventure entrepreneuriale, d'avoir quelqu'un qui va être à ses côtés, qui va dire « Hey, je vais te suivre, je vais t'accompagner, et on va lever les freins à ton apprentissage, les freins à ta réussite, tes croyances limitantes, tes peurs. » Bref, je me dis que si j'ai un coach à mes côtés, que j'ai des super mecs qui m'apprennent, qu'on les met en contact avec des modèles qui vont leur expliquer exactement comment ils ont fait pour réussir, et qu'ensuite on donne un parcours pédagogique parfait, la NBS, ça sera la meilleure formation entrepreneuriale du monde. Et en tout bon entrepreneur et dirigeant, il m'a dit « c'est super, mais ça a un coût. » C'est pas grave, Yannick. À nous de voir ce qu'on peut faire pour organiser, pour faire les choses. Et on s'est pris la tête, on s'est torturé et on a réussi. Et la prochaine NBS, chaque membre, chaque ninja se fera accompagner au moment où il va le choisir, au moment où il va sentir que c'est le moment où il a besoin, par un coaching de 6 mois, par un coach professionnel que nous aurons formé. Et chaque coach de la NBS va être supervisé par nous. Il y aura une cellule de supervision spécifique sur le coaching entrepreneurial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton business, tu dois toujours l'améliorer. Tu dois pousser les standards, tu dois sortir de ta zone de confort. Mais si on l'enseigne aux autres et qu'on ne le fait pas chez nous, ça sert à quoi? On doit être force d'exemple. Et je sais une chose, c'est que le marché pourra nous bouder, nos partenaires pourront nous dire « Les gars, vous sortez des standards », mais je défie une seule personne qui soit confrère ou concurrent de donner autant que ce qu'on a donné, de délivrer une matière avec autant de qualité et de sincérité. Et en plus, on s'est vraiment marré. Et quand je vous dis que j'ai mouillé ma chemise, sachez une chose, c'est que lors du 3e jour, il s'est passé un truc international. Bon, je suis aussi geek quasiment que Jean-Luc, même si c'est difficile... Yannick, pardon. Même si c'est difficile d'être à sa hauteur, ok. Et je prends mon drone, et là, il y a un magnifique petit lac, et quand je passe au-dessus du lac, d'un coup, j'entends... Et je vois que la caméra, elle est penchée au-dessus de l'eau, et je viens de mettre mon drone dans un saule pleureur. Le drone, il a 3 heures d'utilisation. Yannick, je suis dans la merde. Regarde. Là, mon gâté, t'es dans la merde. Donc, le saule pleureur, 4 mètres au-dessus de l'eau, le lac est un signe hostile. Un sale signe, tu vois. Et là, je vois une barque. N'écoutant que mon courage, je prends la barque, je fous dans l'eau, et je commence à rentrer dans l'eau quand Yannick me dit « T'as une rame ?» Et là, il me dit « Tiens, prends un espèce de bâton tout pourri que je pousse en priant que le lac soit pas trop profond. » Et là, pendant que j'avance en direction, donc je suis debout, en équilibre sur une barque, j'aurais pu me mettre à genoux. Non, même pas peur. On dirait Indiana Jones, j'avance. Et là, j'entends... C'était le signe qui faisait... Un signe requin blanc, enfin un signe blanc. Et là, il essaie une première fois de m'attaquer. Esquive. Rotation. J'arrive près du saule pleureur pour attraquer. Il y a Yannick qui fait le malin, qui me filme. Le bâtard. C'est-à-dire qu'il est en train de se faire un méga dossier. Regardez la fin de la vidéo 3, vous verrez une partie. Sauf que le signe, il regarde Yannick. Yannick est en confiance. Le signe commence à se dire, le gros sur le bateau, je ne le choperai jamais. Par contre, le noache, il y a un truc à faire. Il va essayer de lui choper le pied. Je ne vous cache pas la façon dont Yannick a parlé à ce signe. Parce que j'ai dit, si tu passes la vidéo, mon chouchou, tu mets des bips. À mon avis, il y a des bips toutes les 5 minutes. Espèce de bâtard. Alors, en plus, Yannick qui ouvre une conversation avec le signe. Mais t'es hostile, t'es méchant, c'est pour ça que t'es seul. C'est pour ça que t'es seul, et c'est bien fait pour toi que t'es seul. Et je t'emmerde. Moi, je prends mon drone, j'arrive près de la berge, et à un moment donné,
je fais une erreur stratégique. Je présente mon cul au cygne. Et je tends mon drone. Et là, j'ai failli me faire bouffer le cul. Alors écoutez-moi bien. On a investi beaucoup d'argent. On a innové. J'ai failli me faire bouffer le cul par un cygne. Alors si vous inscrivez pas à cette putain de NBS, moi je sais pas ce que je vais faire dans ma vie. J'ai mouillé ma chemise. J'ai failli me faire bouffer par un cygne. Oui, oui, oui. Oui. Maintenant, l'histoire ne le dit pas, mais j'ai discuté avec le cygne. Et je lui ai dit, écoute-moi bien, si tu arrêtes toute forme d'hostilité avec moi, je te donnerai personnellement l'adresse de Yannick Alain. Je dis que c'est mon frère, mais en vrai, à choisir entre lui et toi, ce sera toi. Alors il habite à Toulouse. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à Toulouse? Et je me suis rendu compte que le cygne, il était feignant. Je me suis rendu compte que le cygne, il voulait pas changer. Je me suis rendu compte que le cygne, il voulait pas sortir de sa zone de confort. Je me suis rendu compte que ce cygne, il devenait agressif avec son environnement, qu'il voulait protéger parce qu'il était incapable d'aller voir les autres environnements. Je me suis rendu compte que le cygne, en fait, il n'était pas du tout entrepreneur. Moralité, plus tu vas entreprendre, moins tu seras un cygne. Je vous souhaite une bonne soirée, merci.